Bonsoir et merci de votre fidélité. C'est notre premier rendez-vous de l'année 2017. J'adresse donc mes vœux les meilleurs, santé, bonheur à tous les téléspectateurs. Première émission, ce soir elle sera consacrée aux religions endogènes, à la veille quasiment de la célébration le 10 janvier de la journée qui leur est dédiée. Les religions endogènes sont-elles porteuses de développement, de progrès social ? Qu'est-ce qu'elles enseignent, ces croyances au plan moral, spirituel, éducatif? Et sur ce triple plan, quel bilan peut-on faire depuis que le 10 janvier a été institué comme journée de la fête des religions traditionnelles? Qu'ont-elles apporté au secteur du tourisme? Quand on évoque les religions endogènes, on pense tout de suite au vaudou. Ce soir, nous parlerons essentiellement du vaudou avec mes invités. Dodji Amoussouvi, le professeur à l'université d'Abomey-Calavi, il est le président de l'association des sociologues et anthropologues du Bénin. Bonsoir, monsieur Amoussouvi. Bonsoir, cher ami. Monsieur Richard Lointon, expert en tourisme, ancien directeur du tourisme, directeur général de l'Agence africaine du tourisme. Bonsoir. Bonsoir, Célestin. Et on espère être rejoint au cours de cette émission par M. Kakpo Maouyon, professeur à l'université d'Abomey-Calavi aussi. Il est spécialiste du vaudou. On l'attend, on espère qu'il sera là et on va démarrer avec les deux invités. Et j'ai envie de demander au professeur Amoussouvi, que représente pour vous la célébration des religions endogènes le 10 janvier? Je vous remercie pour la question que vous me posez. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, de leur souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et d'élévation personnelle et commune pour le Bénin que nous représentons tous. Ce que représente pour moi la fête du 10 janvier, la fête du vaudou, des religions vaudouistes, pour moi, c'est un signal fort, un signal majeur de ce qui nous unit d'abord et avant tout, de ce qui nous cimente, de ce qui constitue et contribue à notre culture commune et à notre identité commune. Vu de ce point de vue-là, c'est pour moi un levier de lancement, un levier à travers lequel nous devons nécessairement et absolument nous retrouver si l'orientation donnée au début, si la pensée des pères fondateurs est respectée et renforcée, au lieu que le 10 janvier soit juste une journée de retrouvailles, de ripailles, de réjouissance, il faut en faire au-delà de cette réjouissance, il faut en faire une véritable base, un véritable levier de notre développement à partir du tourisme, mais pas seulement, aussi sur le plan de l'éthique, sur le plan de l'esprit, sur le plan des valeurs que véhiculent toutes les entités maîtresses et fortes de cette religion que vous appelez endogène, que moi j'appellerais vaudouiste. C'est toute une éthique, c'est toute une valeur, c'est toute une éducation, c'est tout un ensemble de principes forts qui doivent nous cimenter, qui doivent nous mouvoir. Au-delà des réjouissances, il y a le fondamental, il y a l'essence que nous devons aller chercher pour contribuer à l'essor et au développement du Bénin. Professeur Amoussouvi, vous insistez en disant fête du vaudou et vous avez parlé des pères fondateurs. L'un des pères fondateurs, je pense que c'est le principal d'ailleurs, c'est le président Nicéphore Soglo qui a institué cette journée. Et il a dit, je le cite, il a dit la fête des religions endogènes et non la fête du vaudou, contrairement à ce que pensent plusieurs personnes. Vous avez insisté sur le vaudou. Le président Soglo dit que c'est la fête des religions endogènes ou religions traditionnelles. Le vaudou, pas seulement. Je recuse l'expression, le vocable de religion traditionnelle et j'ai publié un certain nombre de documents là-dessus. Endogène aussi, je me méfie parce que tout ce qui m'emprisonne dans un carcan, tout ce qui fait de moi un obligé de réagir polémiquement à ce que les autres disent de moi, je me méfie de cela. Lorsque je vois une endogénéité quelque part, je dois avoir une exogénéité quelque part. Lorsque je parle de religion endogène, je vois une entité fossilisée. Est-ce que la journée du 10 janvier est dédiée seulement au culte vaudou? Je ne parlerai pas de culte vaudou une fois encore. Je parlerai du Dieu vaudou. Parce que pour moi, je suis un passionné du vaudou, je suis un scientifique du vaudou.
Le vaudou est une entité. Le vaudou, osons le brutalement le dire, ce n'est pas un culte, ce n'est pas non plus une religion. Le vaudou, il est Dieu. C'est une entité supérieure, c'est une cause causante. C'est un principe premier qui est dans son registre vaudouiste. Et pour ceux qui y croient, ça représente la cause causante. Ça représente donc Dieu. Lorsque je quitte là, je vais dans le registre chrétien. Jésus-Christ, Trine, Père, Fils et Saint-Esprit, représente Dieu. Quand je vais dans le registre musulman, Allah représente l'être suprême. Donc, le vaudou, en ce sens-là, constitue pour moi l'entité première. Très bien, on va donner la parole à M. Richard Lointon qui vous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous avez été directeur du tourisme, vous étiez là certainement au moment où cette journée a été instituée. Est-ce que vous croyez comme Absolument. lui que c'est une journée du vaudou, le 10 janvier? Écoutez, Je ne voulais pas faire ce débat parce que notre thématique n'était pas là-dessus, mais il a insisté en disant souhaité ne pas vaudou. rentrer dans ce débat. Dans la mesure où le tourisme va exploiter cette journée pour se manifester et pour servir le pays. Vous savez que dans tous les cas, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse le secteur du tourisme, c'est l'aspect culturel de la chose. Et ça, notre tourisme est essentiellement culturel. Le tourisme est le meilleur vecteur de la culture qui fait la promotion de la culture à travers le monde. Et aujourd'hui, je peux vous dire, la thématique de la culture est celle défendue par les voyagistes, notamment dans les pays émergents en matière de tourisme. Et je pense que ma présence ici sur ce plateau, c'est vraiment pour montrer quelle est l'importance que nous devons accorder à cette manifestation, la journée du 10 janvier, qui commence à entrer dans les programmes de promotion du développement de la destination Bénin. Je souhaiterais peut-être ne pas vraiment entrer dans... Je n'ose pas dire que vous vouliez le débat, mais vous alliez y arriver. Mais depuis toutes ces années, depuis que cette journée a été instituée, si on faisait déjà le bilan, puisque vous insistez là-dessus, si on faisait déjà le bilan, qu'est-ce que ça a apporté au secteur du tourisme? Vous savez, comme je le disais tantôt, est-ce que chaque année, le 10 janvier, on a un afflux de touristes? Bon, vous savez, la promotion du tourisme ne génère pas des retombées immédiatement, de manière générale, même dans les pays industrialisés, les pays à forte vocation touristique. Il faudrait que, par exemple, les partenaires au voyage, qui sont les tours opérateurs, s'imprègnent de la qualité du produit, s'assurent de sa faisabilité, de ce que cela intéresse le pays émetteur, et pour organiser des voyages sur la destination. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une progression dans cette manifestation qui génère des flux du tourisme de plus en plus importants. Parce que justement, ça ne va pas s'articuler uniquement autour de la journée du 10 janvier. Quand nous avons des manifestations, des programmes qui tiennent 10 jours, ou parfois une semaine, parce que ça permet de visiter un certain nombre de sites comme Ouida, comme Porto-Novo, comme Abomey, comme Alada. Mais le label vaudou en lui-même, est-ce qu'il mobilise des touristes? Le label vaudou représente par rapport au Bénin une certaine curiosité, c'est une spécificité de toute façon. Vous savez, pendant longtemps, je sais que les cadres du tourisme du Bénin ont cherché une thématique, ont cherché un logo, un slogan pour le tourisme du Bénin. Finalement, le thème qui a été trouvé, c'est le Bénin, berceau de la civilisation vaudou. Et ça, c'est dans tous les supports publicitaires de notre tourisme, depuis les passeports touristiques, les dépliants d'information, les documents d'information touristique, que ce soit également des films et tout ce que vous voulez. Le Bénin est vendu de plus en plus à l'extérieur sur cette thématique-là. Un pays culturel, mais fondé sur des valeurs traditionnelles, des valeurs que l'on retrouve dans le vaudou. Je pense tout ce qui est danse, tout ce qui est chant, tout ce qui est fête, tout ce qui est tradition, cela accroche. Et vous imaginez, dans le passé, par exemple,
L'affiche qui était vendue, c'est l'affiche de cette dame de Ganvier, et Vaudoucy, et qui portait son enfant au dos, mais qui portait des pelles, avec des tatouages, avec tout ce qu'elle avait de Vaudou, qui a fait le tour du monde et qui a beaucoup soutenu notre promotion. Et je pense. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres dépliants qui ont été réalisés, d'autres affiches pour faire la promotion du Bénin. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, notre segment, le segment majeur de la fréquentation, c'est celui du culturel, hein, du tourisme culturel. Les gens viennent au Bénin, surtout parce que le Bénin représente quelque chose sur le plan culturel et traditionnel, sur le plan naturel aussi et historique. Le Bénin représente quelque chose de formidable, je veux dire, par rapport à la sous-région, mais ses relations également avec certains pays tels que les Caraïbes. Le Bénin, à mon avis, a intérêt encore à mieux se positionner sur ce créneau qui lui permet d'être une destination toute particulière. Très bien, on reviendra. Monsieur Armoujovi, je vais insister un tout petit peu. Je ne veux pas faire la polémique que ne veut faire Monsieur Lointon, mais j'insiste quand même. Au moment où nous parlons, peut-être qu'on nous regarde dans ce qu'on appelle la civilisation Gour, les Gourmandiers, les Nantemba, les Batamerbe, peut-être qu'on nous regarde aussi dans la civilisation Batonou, qui ont d'autres pratiques d'adoration des ancêtres, etc. Est-ce que vous intégrez ces pratiques à ce que vous appelez la civilisation vaudou? Absolument. Si nous mettons de côté le vocable linguistique vaudou qui est typique à l'ère culturelle, le fond, le contenu, la représentation ou la représentativité et même les pratiques qui sont transversales, pour moi, constituent le creuset ou la marmite que j'appelle le vaudou. Donc, lorsque je dis vaudou, je ne suis pas en train d'imposer une sorte d'hégémonie du Sud sur les autres pratiques ou de l'ère culturelle fond. Non, je parle de toute cette grosse marmite, toute cette entité du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui nous caractérisait dans un premier élan et qui nous reliait au transcendant. Que ce soit Mbou, que ce soit Orisha ou que ce soit vous. Pour moi, tout ça là, je le désigne sous le cadre de Vaudou. Si religion traditionnelle nous unit, encore que ça nous vient de l'extérieur, si c'est l'extérieur qui va nous unir, ok, allons-y avec religion traditionnelle. Mais je voudrais rebondir sur la question en disant, au-delà de ce que M. Lorentor vient de dire, la fête du 10 janvier a apporté quelque chose de très important pour le développement. Au-delà du tourisme, la fête du 10 janvier a apporté une conscience, une prise de conscience de ce qu'est le vaudou. Tout au moins, les gens se posent la question de ce que nous sommes nous-mêmes en tant que Béninois d'abord, Africains ensuite. La fête du 10 janvier a apporté également une éthique. Elle a apporté une valeur, sinon un ensemble de valeurs, un retour sur nous-mêmes. La fête du 10 janvier est aussi l'occasion de nous retrouver. À partir de ce moment, il n'y a pas de développement, quelle que soit la dimension que nous prenons dans ce développement-là, sans la première part qui est l'homme. Et si l'homme prend conscience de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de ce qu'il fait, on aurait fait un bon chemin sur le plan du développement. Et ne serait-ce que cela, ne serait-ce que cette possibilité que la fête du 10 janvier me donne à moi de réfléchir sur mon passé, mon présent, mon avenir, ma présence au monde et ma prise de conscience dans ce monde face à l'ailleurs est déjà un point fort, un point majeur qui m'amène vers le développement. Une fois que cela est dit, je travaillerai maintenant tourisme culturel, tourisme cultuel, tourisme vert, écotourisme, tout ce que vous voulez, pour booster le développement. Et je suis heureux que le président Talon insiste davantage sur cette dimension que représente le tourisme, la culture, pour le développement. Et tous ceux qui l'ont suivi ces derniers temps ont dû comprendre combien de fois maintenant il y aura une forte révolution dans ce secteur-là. On verra ce que le gouvernement prévoit
prévoit justement dans le programme d'action du gouvernement au niveau de la promotion de la culture. Il a parlé de la civilisation vaudou dans le programme d'action du gouvernement. Mais au-delà du tourisme, M. Amozouvi, il y a d'autres secteurs. J'étais en entretien avec M. Kakou, malheureusement il n'est pas là, et il m'a dit ce que fait le tourisme, on ne se limiterait pas simplement au tourisme. Il a même parlé de l'éducation, par exemple. Quelle valeur éducative apporte le vaudou? J'ai dirigé il n'y a pas si longtemps que cela 2 travaux. Un travail de mémoire, un travail de DEA sur les valeurs éducatives dans les couvents vaudous. Et nous avons pris l'air à l'ADA dans le travail et nous avons découvert des choses extraordinaires en termes de valeurs, en termes de principes, en termes d'hygiène de vie, d'hygiène sociale. La question de l'honneur, la question du prestige, la question de la honte, le refus du vol, qui sont autant de principes qui gouvernent une bonne hygiène de vie, sont encore des principes cardinaux que grâce au vaudou, on transmet au vaudou-ci, on transmet aux adeptes, on transmet aux hommes. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un homme bien formé, un homme bien éduqué est déjà à 50% un acteur du développement. Et rien que cela, rien que cette dimension écologique qu'il y a dans le vaudou, cette dimension historique qui est dans le vaudou, cette dimension éducative pure et dure de transmission de valeurs qu'il y a dans le vaudou, sont autant d'éléments qui charrient, qui amènent l'homme pour travailler au développement d'abord individuel et ensuite au développement commun, puisque tout part de l'homme. Les valeurs éducatives sont là, plus que jamais, beaucoup plus enracinées, beaucoup plus solides, parce qu'en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec le Béninois, en harmonie avec l'homme africain. Puis après, notre ouverture au monde fera le reste. Mais si nous ne sommes pas équilibrés, si nous ne sommes pas nous-mêmes entiers, comment pourrons-nous prendre les valeurs qui viennent d'ailleurs? Le vaudou permet cela, permet de transmettre et de réconcilier le Béninois avec lui-même. Évidemment qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus retrouver une culture pure et dure, faite du vaudou, parce que notre ouverture sur le monde, le contact que nous avions eu avec d'autres types de pratiques, d'autres types de conceptions, de représentations et de religions, ont fait de nous un homme métamorphosé. La métamorphose n'est pas allée jusqu'à son terme. Nous sommes restés un peu comme dans un clair somme qui ne fait plus de nous un vaudouiste pur et dur, qui ne fait pas encore de nous un chrétien, un musulman, un bouddhiste et tout, pur et dur, mais ça nous laisse entre les deux eaux. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions, grâce au vaudou, grâce au 10 janvier, grâce à tout ce qui se fait dans les laboratoires, dans les couvents, sérieux, je veux dire, que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes, prendre ce qu'il y a de fondamentalement bon dans ce système généré par le vaudou, en admettre ou en ajouter les autres valeurs pour faire le monde. Monsieur Valentin, oui. Le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Oui. J'ai dit qu'on parlerait essentiellement du vaudou. Le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Oui. Et quand on regarde Ouida, on se projette un peu l'image de Gorée par rapport à l'esclavage. Et qu'est-ce qui fait que Ouida, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, ne porte pas la même symbolique, la même force de rayonnement que Gorée? Là, vous posez un problème qui interpelle le tourisme béninois et les fondamentaux de sa promotion et les freins qui limitent un peu son développement. Je dois vous dire d'abord, si vous permettez, je vais revenir quand même un tout petit peu en arrière pour parler de la fierté et l'identité culturelle que moi je retiens donc de tout ce qui concerne les traditions, parce que le Bénin, en matière de tourisme, doit chercher à s'approprier un peu cela pour être beaucoup plus présent et s'identifier. Vous voyez, dans le passé, le Togo a vendu Gambier à notre place. Il a fallu à un moment donné
aller sur le créneau du pays berceau de la civilisation vaudou pour refaire notre image, pour reprendre la clientèle et commencer un développement véritable de l'activité du tourisme dans notre pays. Ceci dit, je reviens sur un sujet qui est classique, c'est quels moyens pour le développement du tourisme au Bénin. Et surtout qu'on a identifié quand même des niches, on a identifié le créneau, on a identifié la culture comme un créneau porteur. Nous sommes, à mon avis, nous sommes champions. Il faut qu'on le dise. Les Sénégalais savent utiliser les mots pour vanter leurs produits. Gorée, je m'excuse, nous sommes sur les ondes, c'est ma conviction. Ouida n'a rien à envier à Gorée. Je vous assure, Ouida en tant que lieu de mémoire, Ouida recèle d'un certain nombre d'attraits, d'un certain nombre d'attractions culturelles et historiques que l'on ne retrouve pas du tout à Gorée. Ouida, c'est un musée à ciel ouvert. Et le parcours de la route de l'esclave est un parcours jalonné d'un certain nombre de rituels et de symboliques que vous ne trouvez pas à Gorée. Mais écoutez, depuis la place aux Enchères jusqu'à la porte du non-retour, vous vivez une expérience que à Gorée, excusez-moi, si ce n'est pas le conservateur ou l'ancien conservateur du musée qui vous sensibilise, honnêtement. Et ça, je crois que nous sommes conscients de cela. Et même, je le disais, je suis contre une visite simple. Vous allez finir par nous dire, avec tout ce que vous avez décrit, il y en a d'autres. Il y a la forêt sacrée, beaucoup de potentialités. Mais qu'est-ce qui fait que, à moins que je me trompe, peut-être le sociologue va dire que je raconte des histoires. Qu'est-ce qui fait que Ouida n'a pas, comme je l'ai dit, le même rayonnement? Non, dans tous les cas, Ouida reste une ville phare, une cité historique. Et ça, c'est incontournable. On ne peut pas discuter là-dessus. Ce qu'il faut, comme je dis, c'est réorganiser, restructurer l'offre touristique que présente Ouida en lui donnant les moyens d'être je veux dire, plus connu, en créant des circuits culturels beaucoup plus adaptés et également, déjà tout commence par la réflexion de ces lieux de mémoire qui sont quand même quelque chose d'important pour notre propre culture, notre histoire et le devenir de notre tourisme. Ouida restera toujours cette ville historique pleine de symboles et de manifestations. Aujourd'hui, avec l'Office du tourisme de créer, les choses semblent commencer à reprendre, mais je crois qu'il faut donner les moyens au secteur du tourisme. Très bien. Mais, Monsieur Amoussou, oui, vous voulez réagir, sinon j'avais une question pour vous. Je vais rapidement réagir sur ça et pour embrayer dans le même sens, au-delà des moyens. Les moyens constituent aujourd'hui quelque chose de très important. Mais il faut mettre le doigt d'abord sur les politiques publiques. Quelles sont les politiques publiques que nous mettons en place pour booster la culture, pour booster le tourisme? Ouida reste et demeure une signature touristique mondiale, sans conteste. Mais pourquoi aujourd'hui il est dans l'état où il se trouve? Il a commencé. Il faut aller taper à la porte des politiques publiques. Qu'est-ce que l'État met en place pour relever Ouida? 2, il faut taper à la porte de la formation. Je rends hommage au professeur Lointan sur ce plateau. Mais combien d'écoles existent au Bénin, publiques comme privées, qui forment les touristes? On en a très peu. Ceux qui travaillent dans ce secteur, qui sont les experts, on peut les compter du bout des doigts. Il faut développer une politique de formation afin que nous ayons des acteurs pleins dans la tête, pleins dans le cœur, pleins dans les initiatives pour booster Ouida, pour remonter. Il faut aussi travailler sur un problème que je trouve extrêmement important. Ce que j'ai appelé, ou ce que j'appelle l'hypocrisie du Béninois, l'hypocrisie du Ouidanien. Oui, l'hypocrisie du Béninois tout simple, où nous avons une perception de tout ce qui caractérise nous-mêmes, notre culture, nos vaudons, etc., etc. Nous avons une sorte de distanciation vis-à-vis de cela. C'est un complexe, c'est ça? C'est une névrose, c'est plus qu'un complexe.
on est névrosé en la matière. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Mais tant que ce serait comme ça, tant que nous allons prendre nous-mêmes notre pain par le bout des doigts, l'autre ne le prendra que du bout du bois. Très long. Il faut déjà que nous nous formatons à nouveau, qu'on se dise, là il y a de la richesse, là il y a de l'emploi, là il y a un réservoir pour le développement, et que nous changions notre mentalité. Combien de fois j'ai demandé à des gens d'aller vers Ouida, on dit non, moi je suis chrétien, moi je suis telle religion, moi je ne touche pas à ces choses. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, ça a tout à voir avec nous-mêmes d'abord, avec nos traditions, avec notre manière d'être au monde, d'exister et d'apporter notre particularité à l'universel. C'est d'abord cela. Donc il faut que nous travaillions. Je ne veux pas utiliser le mot mentalité à changer, mais je veux dire, il faut que déjà nous nous formatons à nouveau, que nous abandonnons cette hypocrisie souriante qui fait que la nuit, nous applaudissons tout ce qu'il y a là-bas, mais que le jour, nous nous présentons comme quelqu'un qui vous hégémonie, qui ne respecte pas, qui n'accepte pas. Acceptons d'abord, et puis nous allons vendre. Gorée n'a pas fait mieux. Gorée n'a pas fait plus. Il n'y a que nous-mêmes pour porter Ouida, à partir de nous, pour porter tous nos circuits touristiques, toute notre valeur touristique, toutes nos valeurs culturelles, il n'y a que nous pour les porter, et puis il n'y a que des gens bien formés pour les porter, et il n'y a que des politiques publiques bien pensées, bien mises en œuvre pour que le rayonnement arrive. À propos justement de politique publique, nous avons découvert les grands axes du programme d'action de ce gouvernement, et le président Talon a prévu dans le programme d'action du gouvernement ce qu'il a appelé des projets phares. Et au niveau justement des projets phares du tourisme, il est prévu ce qu'il a appelé les pôles touristiques autour des arts, culture et arènes d'expression vaudou. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je pense que c'est vraiment la thématique de ce soir. Et dans le programme d'action du gouvernement, je pense qu'il y a d'ailleurs une émission qui va être réalisée là-dessus avec nous-mêmes. J'aurai plaisir d'y assister. Ouida reste un pôle d'attraction culturelle et touristique fort au Bénin. Et je pense que le président Talon l'a perçu en tant d'ailleurs opérateur mais passionné du tourisme. Hein. Il y était déjà, lui aussi. Et je crois que, comme il a dit, il y a là une expression de politique publique de la part du gouvernement, donc de sa volonté claire de développer le secteur du tourisme aujourd'hui, ce qui n'a pas été forcément le cas dans le passé, et surtout que manifestement cette volonté est accompagnée de moyens, j'espère qu'ils vont être déployés, et pour permettre véritablement que nous décollions. Parce qu'il était temps pour tous les cadres qui se sont investis dans ce domaine et qui y croient, et qu'on continue de parler de moyens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que le secteur lui-même est interpellé. On ne peut pas continuer de parler de moyens. Les moyens, on peut les trouver parce qu'il y a un certain nombre de ressources disponibles. Quand je prends certaines... les taxes à l'embarquement, les taxes sur les nuitées, un certain nombre de ressources qui existent. Bon, si on peut affecter une part un peu plus considérable au secteur du tourisme, je crois que nous allons pouvoir faire quelque chose. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que Ouida va connaître un développement majeur dans la restructuration de l'offre touristique et la culture. Oui, c'est quoi cette restructuration? Ouais. Concrètement, il va avoir quoi? Ah oui, notamment le produit lui-même. Déjà, je crois que tous les lieux vont être réaménagés et donner également l'infrastructure hôtelière va être aménagée et tous les accompagnants, à savoir par rapport à la restauration, par rapport à l'aménagement des sites culturels qui composent la route de l'esclave. Donc, je pense que c'est d'abord ça, y compris les ressources compétentes, donc les formations qui vont se développer pour permettre aux acteurs d'être réellement opérationnels sur les titres. Parce que ce qui manque aussi à l'offre touristique du Bénin,
c'est la qualité de la formation, la qualité de la prestation touristique. Voilà, c'est un peu tout ça que je mets dans la structuration. Professeur Amouzoui, on a déjà dit beaucoup de choses sur l'apport du vaudou. Je dis religion endogène, vous n'aimez pas trop, je vais dire du vaudou au tourisme, à l'éducation, aux valeurs morales, éthiques, etc. Mais beaucoup disent que le vaudou va plus loin, même dans les connaissances médicales. On dit que certains de nos gars détiennent des connaissances dans la pharmacopée. Qu'en dites-vous? J'en dis tout le bien que je sais. J'en dis tout le respect que je voue à ces sachants, à ces intellectuels communautaires. Tout à l'heure, lorsque j'évoquais les dimensions de la formation dans les couvents, j'ai évoqué la dimension thérapeutique, j'ai évoqué la dimension écologique, j'ai évoqué la perspective historique, etc., etc. Et c'est là, justement, un des points importants. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du vaudou, on voit très peu le lien que cela a avec le développement. On voit très peu le lien que cela a avec l'autre face, les bonnes choses que, grâce au vaudou, on a. Combien parmi nous disent aujourd'hui publiquement que c'est grâce à tel vaudou, non, que c'est grâce à tel vaudou qu'il a pu avoir son enfant, que c'est grâce à tel qui a eu cette promotion, que c'est grâce à tel qui a eu cette sécurité. On n'en parle que très peu. Mais lorsqu'on voudrait évoquer publiquement le vaudou, on l'évoque de manière très polémique, dans une sorte de malentendu, doublement entendu, pour dire tout le mal qu'on connaît de cette entité. Alors que véritablement, le vaudou n'est ni bon, ni mauvais. Le vaudou, il est vaudou. Et c'est les hommes qui font de lui bon ou mauvais à partir de l'intention et des offres qu'il donne. De ce point de vue-là, lorsque vous prenez la dimension pharmacopée, pharmacologique, thérapeutique, il y a tout un savoir, un gisement de savoir dans cette direction-là, que ceux qui savent peuvent très bien, utilisent pour guérir un ensemble de maladies, Mais pour régler. pourquoi on ne laisse pas d'écrit au niveau de ceux qui connaissent Évidemment, et c'est en cela que le projet annoncé par le président Talon permettra d'écrire en lettres d'or l'histoire du vaudou, l'éthique du vaudou, la philosophie du vaudou et tout l'esprit du vaudou. Ce qui manque le plus, et ça se comprend, nous ne pouvons pas nous comparer aujourd'hui à d'autres systèmes divins, à d'autres systèmes de divinité qui ont 2000 ans, 3000 ans d'histoire entassée, écrite, de doctrines savamment organisées. Nous sommes pratiquement à une phase embryonnaire du vaudou. Nous sommes à une phase balbutiante. Et sous quelques générations, je ne parle pas de beaucoup de générations, parce que nous aurons à gagner tout l'héritage du progrès technologique. Et vous verrez le bon que cela va faire. Regardez ce qui se passe dans nos universités. Vous avez évoqué le professeur Capo tout à l'heure. Ce monsieur fait un travail remarquable à l'université, dans ses enseignements. Il n'est pas... Venez au laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, l'ARED, que j'ai créé et que je dirige avec beaucoup de passion et de détermination. Nous faisons beaucoup sur le plan de la connaissance du vaudou et nous entassons des écrits. Dans quelques années, nous ne serons plus seulement dans l'oralité. Et ça va faire un grand pas, un grand bond en avant. Il y a de l'autre côté aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises par nos sachants, par ceux qui connaissent, qui transmettent déjà leur savoir. Et de plus en plus, ces savoirs-là sont stockés, ces savoirs-là sont transcrits. Ce n'est plus forcément dans l'anonymat le plus absolu. Et moi, je garde espoir. Et je demande à ceux qui nous écoutent ce soir de faire justice à eux-mêmes. Monsieur Lorenteau, j'ai une question qui devrait être posée au sociologue. Il va certainement vous compléter, mais je vous la pose tout de même. Quand on évoque les cultures endogènes, en l'occurrence le vaudou, culture porteuse de progrès, on cite souvent le shintoïsme au Japon, le confucianisme en Chine, et on regarde que ces pays, on voit que ces pays ont connu effectivement un progrès social inouï. Et quand on voit ça, on se pose la question, est-ce que le Bénin, Haïti sont des contre-exemples? Eux, ils ont le vaudou, c'est de grands pays qui se basent sur leur culture, et pourquoi ils ne se développent pas Bon.
comme le Japon ou comme la Je, Chine. je disais que je ne voulais pas rentrer dans... Ça, c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Mais ce que vous analysez quand même le progrès qui est fondé sur la culture. Absolument. Voilà. Peut-être que le professeur ne va pas être d'accord avec moi, mais en ce qui concerne le vaudou, il n'est qu'un aspect des croyances du Bénin que l'on connaît au Bénin. Moi, je ne suis pas pratiquant du vaudou. Mais bon, je respecte le vaudou. Dans mon métier, je vends ce produit-là comme étant un produit susceptible d'intéresser la clientèle touristique internationale. Comme d'ailleurs, on le voit dans les pays des Caraïbes, on le voit en Afrique, tous les pays qui ont mis la culture en avant. Et je disais que pour moi, l'aspect le plus important, c'est que du vaudou, je retiens plutôt la culture. Et la culture reste aujourd'hui un élément déterminant du tourisme international. Les voyagistes vont s'appuyer sur cela. Il y a plus de 60% de la demande touristique qui sont motivés par la culture. Ce n'est plus les voyages de découverte uniquement. Bon, on va voyager pour, disons, connaître des peuples qui soient différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. On dit que le tourisme est un facteur de brassage, de connaissance de l'autre, facteur d'échange, de rapprochement des peuples et de rapprochement des cultures. Alors, à partir de ce moment, je pense que nous, on peut se lancer là-dedans, étant donné que cela eh bien, reste aussi un moyen de tolérer les croyances. Tout le monde ne pratique pas le vaudou. Mais tout le monde va. Je peux vous dire quelque chose, si vous me permettez. Sûr, oui. Quand j'étais directeur du tourisme, j'ai connu plusieurs ministres. J'ai même connu plusieurs chefs d'État, si vous voulez. Et on avait des dépliants qui étaient basés sur le vaudou. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure, avec cette femme. Exactement, de Vaudécy, de Ganvier. Alors, un chef d'État avait été élu, est revenu au pouvoir. Vous ne voulez pas citer Mathieu Kérékou, c'est ça? Ben, si vous voulez, qui nous envoie des gens pour demander qu'on enlève de la direction du tourisme tous les dépliants qui portent vaudou. Parce que, comme disait la Révolution, c'est une culture rétrograde, c'est ça? Je ne veux pas apprécier. Mais ce que je voulais dire, est-ce que nous avons vendu le vaudou parce que forcément nous y croyons? Et c'est là que je voudrais dire... Simplement parce que c'est un label. Parce que c'est un label. À mon avis, c'est un label. Et nous, je revendique mon appartenance à un groupe qui a réfléchi et qui a trouvé que vraiment le slogan du tourisme du Bénin ne pouvait être que celui du vaudou. Parce que par là, on peut vendre le Bénin sur le plan international. Et je pense que toutes les études ont concouru un peu à cela. Et je pense, je l'ai dit aujourd'hui, le vaudou va rester un élément de brassage et de connaissance davantage des hommes que nous sommes. La relation vaudou nous lie à un pays comme Haïti. Et aujourd'hui, Cuba aussi, qui est tout à fait dans la même lancée que nous. Et vous me permettez de renvoyer la question que je vous ai posée à M. Amoussouvi. Je vous remercie. C'est-à-dire, j'espère que vous l'avez bien compris. Oui, je l'ai très bien compris. On cite shintoïsme au Japon, un pays qui connaît une croissance, confucianisme en Chine, voilà. Et on se dit, mais pourquoi non, si on devrait se fonder sur notre culture, comment ça se fait que ça ne marche pas très bien? Il se fait simplement. Et permettez-moi d'aller plus loin, parce que quand j'ai lu quelques archives, on m'a dit que, vous allez peut-être me démentir, je suis toujours prudent, on m'a dit le vaudou qui est pratiqué, par exemple, au Brésil vient du Nigeria, que celui qui est pratiqué en Haïti vient du Bénin.
Et quand on regarde ça, on se dit, ah, est-ce que c'est parce qu'il vient du Bénin que ça ne marche pas très bien? Non, celui qui dit ça, il annonce d'une manière un peu trop caricaturée. Très bien. Parce que les Mais c'est quand même vrai, non? Non, c'est pas tout à fait vrai. Le vaudou du Brésil, il vient du Nigeria ou il vient du... Non, si vous suivez Enfin, c'est la même culture. C'est la même culture. Ouais, le Ifé, Orisha, le Bénin, et puis par l'entremise de la traite des esclaves, on a inondé Bahia, on a fait le Candomblé, on a inondé le Brésil, on a inondé... Donc, répondez à la question, comment ça se fait que le chintouisme... Il se fait tout simplement que ces peuples que vous avez cités, qui sont les peuples chinois, qui sont les peuples japonais, sont restés eux-mêmes. Le peuple béninois, le peuple qui a ce ciment que constitue le vaudou, n'est pas resté lui-même. À la rencontre avec les cultures étrangères, nous avons subi une métamorphose et cette rencontre n'a pas été une rencontre heureuse. La colonisation et toutes ces arts. Moi, Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère. Mon avis, cependant, est qu'il faut y envoyer nos enfants apprendre à vaincre sans avoir raison. Apprendre à lier le bois au bois pour en faire des édifices de bois. Il y a que, lorsque la colonisation est venue vers nous, il a fait un tabula rasa. Tout ce que vous aviez avant là, c'est nul. Et ça nous a dépersonnalisé. Ça nous a remis en cause. Ça fait que nous ne sommes plus nous-mêmes. Et tant que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous assumer notre avenir. Il n'est plus possible aujourd'hui de revenir en arrière pour retrouver un Béninois pur et dur, ça c'est clair, mais il faut faire un travail sur nous-mêmes. Les auteurs parlent de nous psychanalyser, de nous sortir de cette névrose-là. Cette rencontre avec la culture a été mal amorcée, mal gérée, et ce qui fait fondamentalement qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ce que nous devrions être. Nous ne sommes pas devenus ce que la rencontre aurait permis que nous soyons. Nous sommes, la métamorphose est restée au milieu. Nous sommes donc un être métis déséquilibré. Quand nous allons nous approprier fondamentalement ce métissage culturel, nous allons faire des bons plus époustouflants que ce qu'ont fait les Chinois et les Japonais. Mais tant que nous n'aurions pas assumé ce que nous sommes, retrouvé notre équilibre de base avant d'accepter l'autre, tant que la rencontre avec l'autre va être une rencontre dépersonnalisante comme cela a été, nous n'irons pas loin. Donc, la faute n'est pas au vaudou en tant que tel. Quand vous regardez l'éthique du vaudou, les valeurs et les principes du vaudou, la faute n'est pas au vaudou. Maintenant, dans le vaudou, il y a plusieurs dimensions. Et c'est là que je voudrais rejoindre le professeur Lorenteau. Il y a une dimension sacramentelle, sacrée, essence profonde, entité première. Et là, c'est le mystère, c'est le vaudou, quoi, point barre. Maintenant, le vaudou génère une culture. Donc, le vaudou n'est pas la culture. Le vaudou génère une culture. Le vaudou génère un mode de pensée. Le vaudou génère une philosophie. Le vaudou génère un patrimoine. Ce mode de pensée, ce patrimoine, cette philosophie, cette culture peut être objet de tourisme. La philosophie véhiculée par le vaudou aussi, si nous la documentons très bien, peut être objet de tourisme. Il ne s'agit donc pas de croire ou de ne pas croire au vaudou. Il s'agit simplement de voir tout ce que allez regarder aujourd'hui tout le patrimoine foncier bâti qui draine du monde en Italie, qui draine du monde autour de la curie romaine. C'est aussi du tourisme, mais du tourisme fondé sur le christianisme qui, pendant des siècles, a mis en place des monuments qui attirent les gens. C'est-à-dire que, M. Lorenteau, je n'aime pas couper, mais comme vous le disiez tantôt, vous avez fait beaucoup de choses, des affiches, mais le professeur Amouzoui est en train de dire qu'il faut aller au-delà des affiches. Et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau touriste? Est-ce qu'il faut enseigner à vos étudiants en tourisme comment faire la promotion du vaudou? Oui, je vous l'ai dit, même dans le secteur du tourisme, nous avons un certain nombre de thématiques. Le tourisme religieux, par exemple. Le tourisme religieux, aller visiter la Terre Sainte, c'est du tourisme religieux. Aller à Lourdes, espérer une guérison à la source de Bernadette, j'ai du tout religieux. Mais je peux visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, écouter la basilique de Yamoussoukro, écouter l'orgue, et puis je pense que ça ne me dit rien. Mais je peux aller en ces lieux et espérer me guérir d'une maladie. Et là, c'est du tout. Comme je peux participer à la fête du vaudou
sans faire du tourisme religieux, parce que c'est du spectacle que je vois. Et ça peut être une motivation généralisée, enfin, pour la plupart des gens qui viennent. Mais il y en a, vous voyez, parmi les touristes, il y en a qui eux-mêmes sont portés par cette croyance et qui, sans le savoir, se mettent à danser et à balbutier, à chanter avec... Un autre facteur de développement, puisque le temps avance très vite, un autre facteur de développement, peut-être qu'on ne perçoit pas tout de suite, et qui semble être un point particulier du Bénin, c'est la cohabitation pacifique avec les autres religions. Absolument. Je pense que le temple du Python face à la cathédrale de Ouidah, c'est un symbole, et beaucoup le soulignent. Quand le pape était venu au Bénin, il a reçu... rencontré tous les, je ne veux pas dire tous les fétichistes, mais c'est quand même le lieu de l'édipe. Non, je pense que cette cohabitation pacifique, qui est symbolisée justement par... le face-à-face du temple la du cathédrale Python et la basilique mineure de Ouidah. C'est vrai, c'est une situation qui favorise, à mon avis, le tourisme et qui donne au tourisme une élévation par rapport à certains pays et à une situation sécuritaire qui se pose aujourd'hui au tourisme lui-même à travers le monde entier. C'est quelque chose qu'il faut soutenir et qu'il faut entretenir, encourager. Ça aussi permet d'exploiter, à mon avis, tout l'élément culturel qu'on peut évoquer en matière donc, de vaudou. Et je tiens à lui dire, l'aspect culturel, quand même, est un aspect important. On approche de la fin, à moins que vous ayez autre chose à dire. J'ai une question. Qu'est-ce qui peut expliquer sociologiquement ou, je ne sais pas, sur le plan anthropologique, qu'est-ce qui peut expliquer que le vaudou ait quand même pu résister autant à l'esclavage, à la colonisation, à la modernité, à toutes les querelles aujourd'hui? On a dit, voilà, ce sont des pratiques fétichistes, de sorcellerie. Et malgré tout, le vaudou, il est là, il est fort, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qui fait sa force? Ce qui fait, je ne sais pas, le vaudou, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il n'a pas une force à l'épuiser quelque part. En fait, pour celui qui croit au vaudou, il est pour lui son Dieu à lui. À partir de ce moment, le Dieu ne meurt pas. Il n'y aura pas de déclinaison de ce vaudou. Il est vaudou, il demeurera vaudou. Pour embrayer avec ce que disait le professeur Laurentin tout à l'heure, j'ai une question un peu insidieuse. Combien de Béninois aujourd'hui peuvent aller spontanément à Dankoli, à 6 km de Savalou, voir ce vaudou-là, qui est là, sans qu'au retour, il n'ait de compte à rendre au curé, il n'ait de compte à rendre au pasteur, il n'ait de compte à rendre à qui que ce soit. Or, au-delà de tout, ça peut être une curiosité, ça peut être une envie de découvrir, ça devrait être cela. Comme un musulman pourrait dire, je vais voir la basilique. Mais exactement. Mais aujourd'hui, au Bénin, l'hypocrisie dans laquelle nous nageons fait que si vous faites ce déplacement, on ne veut pas savoir pourquoi il est là-bas. On ne veut même pas savoir si c'est pour des raisons d'évangélisation qu'il est allé là-bas. Tout de suite, on va dire, lui, il est Satan. Lui, il a fait ci, il a fait ça. Et on risque même de l'excommunier. C'est ce formatage, ce reformatage qu'il faut absolument faire pour espérer demain obtenir quelque chose. Et ça va participer également au dialogue interreligieux, à la tolérance religieuse. Tant que nous n'allons pas faire ça, on ne donnera pas cher. Longtemps encore, notre peau au Bénin nous constitue un havre de paix autour de nous. Vous voyez tout ce qui se passe. Boko Haram à côté, Akomi de l'autre, etc., etc. Mais on se pose la question, le miracle béninois, le miracle religieux béninois. Vous parlez de Ouidah. Je pourrais parler d'Ita Diabou, d'où je reviens, et je voudrais faire un coucou au père Damien, à son curé, le père Pascal. Quand vous allez à l'église immaculée de Marie, juste à 2 mètres, il n'y a que la rue qui les sépare, vous avez la mosquée en face. Oui, et ces deux communautés vivent en parfaite harmonie. Dans cette scène, vous avez... Bon, comment nous faisons au Bénin pour garder ce label? Ça passe aussi par l'élan vers l'autre, la découverte de ce qu'est réellement quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Sinon, l'ignorance fera que nous allons nous entretuer. Oui. Très bien. On est à la fin de l'émission. Oui. Je vais laisser la parole à M. Lointo pour son mot de conclusion. Cette tolérance, très rapidement, s'observe parce qu'il y a une volonté de part et d'autre
s'interpénétrer et de s'accepter. Il y a des mariages qui se célèbrent de musulmans dans les églises ou de catholiques dans les temples protestants. Il y a tout un ensemble de choses. Vous n'avez pas suggéré qu'une vaudou s'y épouse un méthodiste? Ben enfin, je crois que c'est possible. Alors, non, pour finir, moi, pour ce qui concerne le secteur qui est le mien et qui est aujourd'hui quand même un secteur de pointe, un secteur d'actualité, un secteur qui est remis en valeur par les autorités publiques actuelles, nous devons saisir un peu la balle au bon et comprendre que la fête du Vaudou est une des occasions majeures, comme on fait le Novita, comme on le fait le Wemekwe, comme on le fait à Boumé, comme on le fait ailleurs, n'importe quoi. Je pense, la Gani et tout, ce sont des événements majeurs pour le développement de l'activité du tourisme au Bénin. Et plus nous les ferons connaître à l'extérieur, plus nous pourrions vendre la destination, plus nous ferons venir des gens ici pour nous découvrir. Et ça, c'est très important, à mon avis, aujourd'hui, pour permettre que demain, nous puissions être parmi les pays les plus connus en Afrique au plan du tourisme. Monsieur le professeur Amozouvi, pour la conclusion. Merci beaucoup. Je vais simplement dire que le vaudou n'est pas une culture, mais il génère une culture à forte potentialité de tourisme. Et si nous savons le saisir, si nous savons saisir la chance que représente aujourd'hui le président Talon sur ce plan-là, nous pourrions écrire en lettres d'or l'histoire du vaudou et révéler au vaudou ce qu'il est, révéler au monde ce qu'est le vaudou réellement. Je vais simplement demander à chacun et à tous de cesser d'avoir honte de soi-même, d'assumer ce qu'on est, et pour ceux qui croient au vaudou, de commencer par replacer le vaudou dans son cadre. Il n'est pas un intermédiaire entre un dieu quelconque et d'autres communautés quelque part. Il est le dieu dans son panthéon à lui. Les autres dieux existent dans leur panthéon. Commençons par replacer les bons mots sur les bonnes entités et nous allons véritablement démarrer avec le développement de ce pays. Merci beaucoup. Religion endogène, quel apport? C'était la thématique de notre débat de ce soir. Malheureusement, nous n'avons pas eu Kakpo Maouyon, mais nous avons tout de même essayé de faire le tour de la question avec M. Doyi Amozouvi, professeur à l'université d'Abomey-Calavi, président de l'association des sociologues et anthropologues du Bénin, Richard Lointor, expert en tourisme, ancien directeur du tourisme, directeur général de l'Agence africaine du tourisme. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sabouin. Restez fidèles à la télévision nationale et bonne fête aux fidèles des religions endogènes.